Donc on attaque la première table ronde de l'après-midi qui est sur la plasturgie avec un duo de Pierre, Pierre de Mortin, directeur d'APM, la première entreprise de compountage de chanvre qui est à 50% Forestia, 50% la coopérative agricole Interval. Et Pierre Bonneau, qui est directeur du CODEM et d'FRD et président, alors j'oublie toujours le nom de la communauté des matériaux biosourcés, qui est une fusion entre le Polyair, anciennement Polyair, qui s'appelle B4C maintenant, et FRD. Je vous laisse la parole pour présenter vos réalisations. Tout à fait, merci Nathalie. Déjà, je voudrais vous dire notre plaisir de participer aujourd'hui à cette belle réunion de notre filière. Et puis en fait, on va voir quel type de briques complémentaires on peut apporter dans toute cette construction qu'on a vue ce matin, une construction collective. Et on voit aussi que tout ça, ça se fait ensemble. Donc on va aborder la partie plasturgie. Donc je suis directeur d'APM, Automotive Performance Materials, qui est donc une entreprise qui est basée en Bourgogne, à Dijon, et qui effectivement fait des compounds, des matières plastiques. Et on va voir comment et surtout avec quel bénéfice. Je crois, Nathalie, qu'il y a un petit film. C'est parti. Voilà, donc on va parler un peu de comment on est arrivé en fait à construire ce type d'application, quelles sont les forces et aussi les challenges qu'on a en fait dans ce type d'activité. Donc je vais vous présenter un petit peu comment c'est structuré tout ça. Donc APM, c'est une co-entreprise, hein, donc à 50-50, une joint venture, entre un acteur industriel mondial, le groupe Forvia, anciennement Forestia, qui est donc 7e équipementier mondial. Et en fait, c'est un peu ce qu'on disait ce matin avec le sénateur Gontard, c'est en fait, il faut qu'il y ait des grands donneurs d'ordre qui tirent en fait un moment, qui déploient l'activité pour en fait un jour en fait sortir juste du démonstrateur et d'en faire une vraie réalité qui puisse être en fait un nouveau standard. Évidemment, tout ça, ça n'a pas pu être possible si au départ, il n'y avait pas avant tout une structure qui a été créée en 2002, qui était AFT Plasturgie, qui a été portée par Interval et Eurochanvre, et puis il y a un certain nombre d'autres acteurs, des coopératives et des chanvrières. Et quelque part, il faut aussi des pionniers. Donc en fait, on a vraiment la rencontre de deux mondes, entre des pionniers d'un côté et des gens qui vont déployer de l'autre.
Et aujourd'hui, on produit des granulés et on s'insère en fait dans la chaîne de valeur complète du chanvre. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment faire le lien entre de la graine jusqu'à en fait l'applicatif technique qui aujourd'hui est essentiellement dans l'automobile, mais qui, comme on va le voir après, a vocation à se diversifier. Et donc en fait, en ayant ce type de chaîne de valeur et en ayant une entreprise qui est donc au milieu en fait entre le côté agricole en amont et le côté industriel en aval, en fait, on va avoir à la fois la garantie de la performance qui va convaincre un marché, qui va répondre à une demande, mais aussi on va avoir en amont la sécurisation en quantité et en qualité d'une biomasse qui était réputée compliquée. La fibre de chanvre, en fait, il y a 20 ans, en termes de plasturgie, c'était des problèmes de fluidité, des problèmes d'odeur, des problèmes de vieillissement. Et en fait, c'est uniquement en ayant clôturé cette chaîne de valeur qu'on a été capable de résoudre l'équation de façon à ce qu'à la fin, ça fasse sens. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé de carbone depuis ce matin. L'équation carbone, elle vient quelque part amplifier encore l'intérêt d'avoir fait ce type d'initiative depuis maintenant 20 ans. Donc concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va mélanger des plastiques. Donc on va reparler aussi de la partie plastique, forcément, plastique bashing, mauvaise réputation, recyclabilité, ce genre de choses. On va expliquer comment on le fait. Mais concrètement, on va en fait mélanger des plastiques avec une charge de chanvre de façon à la renforcer. Historiquement, c'est fait avec du talc ou avec des fibres de verre, donc des choses qui sont non renouvelables. Le talc, aujourd'hui, ça ne se régénère pas à l'échelle d'une vie humaine, c'est donc une ressource non renouvelable, contrairement au chanvre. Et donc, on va bénéficier avec le chanvre de composite, puisqu'en fait, on va mélanger une fibre avec un plastique, ça devient un composite. Et ce composite, il va être léger, il va être de très bonne performance, donc on va pouvoir aussi en mettre moins. Donc, il y a une densité plus faible et une performance supérieure. Et par ailleurs, le tout va être recyclable. Et ça, si je compare aujourd'hui avec ce qui se passe ici sur le marché, qui est notamment les fibres de verre. Les fibres de verre, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que c'est pas recyclable. Quand on va les mettre dans des filières de régénération au niveau des tris en fait, de fin de filière, les fibres de verre en fait, vont obstruer tous les filtres et en fait, on ne va pas être capable de les recycler. La fibre naturelle, et c'est là aussi son intérêt, c'est qu'elle est flexible et donc en fait, elle va être capable d'être remélangée facilement dans des plastiques et donc avoir une seconde vie. Ça, c'est un avantage de la fibre naturelle. Un autre avantage de la fibre naturelle dont on n'a pas forcément parlé depuis ce matin, c'est qu'en fait, c'est une fibre qui est très complexe, qui est composée de milliers, millions de microfibrilles. Et donc ça, en fait, dans une matrice polymère, ça va venir en fait interfacer en 3D dans un plastique, et donc ça va le renforcer de façon beaucoup plus efficace que par exemple une fibre de verre. Donc, aujourd'hui, on continue à découvrir des avantages au chanvre. Et cet avantage, il est à la fois au bénéfice de la performance, mais aussi de la recyclabilité qui maintenant est devenue un vrai critère. Donc ça fait quelques années, ça fait maintenant 20 ans que l'entreprise existe, ça fait 10 ans qu'on a des produits qui sont sur le marché, ça fait maintenant 5 ans qu'on commence à avoir des gros véhicules qui sont en série. Donc si vous conduisez une Clio, une Mégane ou une 308, ces véhicules embarquent en fait de la matière, notre matière avec du chanvre. Et donc là on vient de lancer la nouvelle 308 qui est dans la rue depuis quelques mois. Et donc là, on n'a jamais mis autant de chanvre dans un véhicule, puisqu'en fait, la planche de bord, elle fait 5 kg. Donc comme on met 20% de chanvre, il y a littéralement 1 kg de chanvre français qui voyage dans chacune des 308 que vous allez voir dans la rue prochainement. Donc tout ça, aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que ce n'est pas juste un démonstrateur, ce n'est pas juste quelque chose pour se faire plaisir dans un coin, c'est quelque chose qui maintenant qui se massifie. C'est-à-dire qu'en fait, on a des véhicules de série, on a 17 en tout, vous avez vu un petit peu le petit film avant. Et si on cumule la flotte entière des véhicules qui vont être équipés avec ces matières-là, on a en fait un gain moyen d'allègement de 21%. Donc il faut imaginer que 21% dans l'automobile, c'est beaucoup. On considère qu'au-delà de 20% sur un paramètre clé qui est l'allègement, potentiellement on n'est pas iso-performance. On crée quelque part un danger, un risque. Et donc tout notre travail depuis quelques années, ça a été d'aller convaincre chacun des constructeurs que la matière allait faire le même travail, même si on allait en mettre 20% de moins. Et donc aujourd'hui, si on cumule 13 millions de véhicules avec 21% d'allègement sur les équipements qu'on équipe, les systèmes qu'on équipe, on va donc éviter d'extraire 6500 tonnes soit de silice pour faire de la fibre de verre, soit de talc pour renforcer les plastiques. Donc ça permet d'avoir une ressource qui est renouvelable et qui évite d'utiliser des choses qui sont non renouvelables au niveau de la terre. Et par ailleurs, en fait, ce qu'on va appeler le scope 3, donc la phase d'utilisation de nos produits dans les véhicules,
Aujourd'hui, l'allègement moyen de ces véhicules va permettre symboliquement d'atteindre les 100 000 tonnes de CO2 économisées, uniquement parce qu'on a mis moins de matière dans des véhicules qui sont en mouvement et qui donc consomment une énergie, qu'elle soit thermique ou électrique demain. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle équation qu'on est en train de résoudre aussi, c'est l'opposition entre le recyclé et la biomasse. C'est-à-dire que souvent les clients vont partir soit d'un côté, soit de l'autre, en disant voilà, aujourd'hui l'économie du carbone, c'est le recyclage, c'est l'économie circulaire. Et en fait aujourd'hui, on est en train de montrer qu'on peut ne pas les opposer. Donc il y a plusieurs éléments en fait autour de ça. Le premier élément, en fait, c'est que le recyclé, quand on est sur un plastique qui a une seconde vie, souvent ses performances sont un peu dégradées parce que la matière, elle a été processée plusieurs fois, et donc le fait de mettre une biomasse qui va la renforcer, quelque part, ça va la rebooster. Donc ça, c'est une première façon de le voir. La deuxième façon de le voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, le recyclé, qui idéalement est recyclable, quand on va mettre une biomasse comme le chanvre, dont on a démontré la recyclabilité, ça va continuer à en faire une matière qui est recyclable. Donc on va continuer à s'insérer en fait dans une économie qui est circulaire. Et le troisième effet qui là pour le coup fait complètement basculer les choses, et là je voudrais effectivement revenir sur ce qu'on a vu ce matin avec Monsieur Huyghe, où on était dans l'idée de limiter en fait l'impact CO2 des matières, et on est toujours dans l'idée d'une finitude. C'est que si on limite, c'est qu'à un moment, voilà, on est dans un système qui n'est pas durable. Si on mélange aujourd'hui un plastique recyclé qui est bas carbone, avec une fibre naturelle qui séquestre le carbone, le sol, il est négatif. Et là, on bascule complètement, en fait, parce qu'on est avec un biocomposite, donc qui est léger, qui est recyclable, qui est partiellement renouvelable, et qui inverse pour le coup l'équation en termes de CO2. Donc là, on reprend la main quelque part en se disant qu'on peut faire des plastiques aujourd'hui qui sont vertueux. Et Dieu sait que le plastique, en ce moment, on a du mal à imaginer qu'il puisse être vertueux. Voilà, donc c'est vraiment un changement de paradigme auquel on est en train de travailler. Mais ce type d'argument, il y a encore 2 ans, il était complètement inaudible. L'économie carbone n'était pas au centre des débats. Là maintenant, on voit que c'est vraiment ça qui va devenir en fait le point de pivot. Et c'est là-dessus en fait qu'on va communiquer peut-être certainement plus que l'allègement. Même si l'allègement, par ailleurs, ça permet aussi d'utiliser moins de matière, et donc quelque part le bilan CO2 il est aussi amélioré. Donc pour faire tout ça, on est accompagné aussi par des organismes comme l'ADEME, bien sûr. On travaille avec FRD qui nous aide aussi sur tout l'aspect R&D. Et on a à cœur de faire vivre cet écosystème. Le fait d'avoir rencontré certains d'entre vous depuis ce matin, ça permet aussi de se dire voilà, il y a d'autres partenariats qui vont être possibles, et on va pouvoir continuer à tisser le lien de réflexion sur quel plastique, pour quelle application, où est-ce que ça fait sens, et où est-ce qu'on peut vraiment faire la différence. On nous pose souvent la question, là c'est le dernier item là, du slide, les plastiques visibles. Alors, les plastiques avec du chanvre visible, forcément on a tous envie d'en voir, on a tous envie qu'il y en ait partout. Aujourd'hui, toutes les matières dont je vous ai parlé précédemment sont des matières qui sont des matières de structure, c'est des matières qui ne sont pas exposées aux UV, c'est des matières qui sont plutôt techniques, qui sont très rigides. Aujourd'hui, on travaille évidemment à rendre tout ça visible. Maintenant, il faut aussi qu'on aligne ça avec l'attente du client, c'est-à-dire qu'on fait des attentes en termes de visuel. On ne va pas faire de l'écologie punitive avec des choses qui ne soient pas très belles en disant si c'est beau, il faut acheter des plastiques avec de la biomasse. Il faut qu'on rende ça beau, il faut qu'on travaille avec des designers, il faut qu'on travaille les visuels. Et tout ça, voilà, il y a encore un petit peu il y a quelques briques technologiques qu'il faut qu'on développe encore un petit peu autour de ça. Mais c'est clairement ce vers quoi le marché est en train de nous emmener. Maintenant, ce qui nous tient à cœur aussi, c'est de sortir aussi de ce côté très automobile. On a eu une approche, on va dire, très verticale jusqu'ici, qui était liée vraiment à de la performance pure et dure par rapport à des cahiers des charges automobiles qui sont très exigeants. Aujourd'hui, ce qu'on va développer, en fait, ce sont des solutions d'additivation. C'est-à-dire qu'en fait, on va être capable de proposer au marché des choses qu'on va pouvoir introduire de façon itérative dans des produits existants. C'est-à-dire que plutôt que de développer un produit intégralement avec du chanvre, ce qui suppose d'avoir un design spécifique, des outils spécifiques, on va plutôt se dire on va mettre 1, 2, 5, 10% d'un composé qui contient du chanvre, et on va essayer on va regarder dans quelle mesure ça apporte quelque chose au produit et dans quelle mesure ça va abaisser son bilan carbone. Aujourd'hui, ce qu'on a été capable de démontrer, c'est qu'avec ce type de solutions d'additivation qui sont globalement avec des produits avec 60% de chanvre, si on met à disposition de gens qui travaillent dans le bâtiment, qui travaillent dans les biens de consommation, de sport et dans différents domaines, s'ils en mettent 10%,
le pouvoir d'absorption du chanvre en termes de CO2 fait qu'on va abaisser l'impact CO2 du produit plastique final de 10%. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre à toute l'industrie de s'y mettre. Voilà. Même si c'est un peu try and error, on va dire. Voilà, on essaye, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, tant pis. Mais il faut qu'on essaye de couper, en fait, de casser le plus possible les cycles de développement, en ne se disant pas qu'on va livrer la matière parfaite dans 3 ans. Il faut qu'il y ait un maximum de gens sur le marché qui soient capables en fait, aujourd'hui de s'y mettre, de voir avec les produits qu'ils ont et surtout qu'ils s'approprient les choses. Donc quelque part, le fait qu'on mette à disposition ce type de produit qui va être un peu plug and play pour eux, ils vont pouvoir mettre ça sur leur presse injectée, ça fonctionne, tant mieux, ça ne fonctionne pas, ben on voit ce qu'on peut faire derrière, mais on va chercher à ce que d'autres gens dans l'industrie prennent goût au chanvre, et nous, évidemment, on va les accompagner. On ne veut surtout pas être dans l'approche où on leur dépose un sac de matière, et puis derrière, ils se plantent, et puis on les revoit dans 20 ans, parce qu'en fait, ils n'auront pas fait ce travail quelque part d'appropriation. Ça fait 10 ans qu'on va convaincre un par un chacun des constructeurs. On sait très bien toutes les questions qu'on nous pose, toutes les difficultés auxquelles on doit faire face. Je veux dire, vous y faites face aussi tous les jours. On a maintenant quelque part ce bagage-là en tant que filière, et on va être capable d'aller séduire d'autres types de clients. Ils ont tous envie aujourd'hui, ils ont quelque part plus le choix. Et donc on va vraiment chercher aujourd'hui à leur donner goût et à faire qu'ils aient des belles réussites. On ne sait pas encore prédire exactement quel niveau de conviction on sera capable de porter. On nous pose souvent la question, bon voilà, APM, c'est bien votre truc, mais vous allez acheter combien de milliers de tonnes de chanvre dans 5 ans? On ne sait pas. On fait tout pour que ça se développe, on fait tout pour aller convaincre des clients. Mais voilà, aujourd'hui, on voit qu'on a les bons produits, on voit qu'on a toute la bonne histoire CO2 autour de ça. Il va falloir qu'on continue à structurer ça, et plus on travaillera en tant que filière, avec toutes les interactions qu'on puisse avoir. Ce matin, on avait l'intervention sur le bâtiment. Il faut qu'on comprenne aussi quelles sont les applications qui sont les plus pertinentes. Toutes ces choses-là nous permettront de nous projeter et de vous donner des perspectives pour dire on vous en achètera X milliers de tonnes dans 2-3 ans. Et c'est ça qui nous permettra de convertir l'essai, on va dire, sur tout ça. Avant de passer la parole à Pierre, on pourrait forcément se dire, mais pourquoi ça ne se développe pas plus, pourquoi ça se déploie pas plus déjà, depuis quelques années que ce type de solution existe. Très clairement, on est vraiment dans la résistance au changement, donc c'est vraiment une aventure humaine de conviction quotidienne. Après, je vois aussi très bien dans l'assistance, on a tous un petit peu ce sentiment d'avoir eu raison trop tôt parfois, hein, d'avoir les bons produits, mais que ça n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. Une fois de plus, hein, l'économie CO2 va normalement nous donner raison, et ça, c'est en train d'arriver. Et ça, quelque part, la meilleure réponse qu'on a eue récemment, c'est BMW qui fait des spots de promotion où ils expliquent que le chanvre, c'est la biomasse qui capture le plus de CO2. Donc une fois qu'on a ça, on se dit, c'est plus nous, APM, qui le disons. C'est BMW qui le dit. Voilà, plus ils sont allemands, je pense, plus les gens les écoutent. Et du coup, ça va quand même nous aider, on pense, à aller convaincre encore quelques consommateurs qui n'étaient pas encore complètement convaincus. Donc ça, c'est la première chose, c'est la résistance au changement. Et la deuxième partie, on va dire, c'est plus l'aspect réglementaire, qui est un sujet sur lequel Pierre est particulièrement affûté. Merci Pierre. Donc Pierre Bonneau, je dirige 2 centres techniques, FRD basé à Troyes en Champagne et Codem basé à Amiens en Hauts-de-France. Et les 15 collaborateurs maîtrisent toute la chaîne de valeur, fibres végétales, tout domaine d'application, de la préparation de la matière, c'est notre savoir-faire, jusqu'en la mise en œuvre applicative. Donc je suis content d'être au Sénat parce que d'habitude, en France, on gomme les centres techniques dans la chaîne d'innovation. Donc le Sénat est en train de rendre un rapport sur le schéma d'innovation en France où les CRT, les centres de ressources technologiques, sont pris en compte. C'est une grande première en France. Donc merci aux sénateurs présents dans les salles. Alors sur ces thématiques, on essaye de valoriser les propriétés différenciantes des fibres végétales et des fibres de chanvre. Pierre a parlé de l'allègement. L'isolation thermique a été rappelée ce matin dans la table ronde bâtiment. Mais les fibres végétales sont aussi transparentes aux ondes. Donc aux États-Unis, il y a un avion de tourisme qui est officiellement transparent au radar
à base de fibres végétales. Ça, c'est pour le clin d'œil. C'est un travail de fond, puisqu'en 15 ans, on a investi 25 millions d'euros dans nos 2 structures et 200 équivalents temps plein pour donner un ordre d'idée de l'effort de recherche par rapport aux chiffres qui étaient présentés ce matin. Alors, il y a 15 ans, quand on a créé la structure, j'étais interrogatif sur le poids des réglementations. Les réglementations sont déterminantes et conditionnent l'accès à tous les marchés applicatifs, en particulier la thématique de notre table ronde sur la plasturgie, emballage et transport. Le cadre réglementaire européen, avec l'ensemble des corpus de directives, fixe très clairement le cadre d'utilisation des pièces plastiques biosourcées à base de fibres naturelles ou de polymères biosourcés au niveau européen. Et les polymères biosourcés sont rentrés dans ce cadre comme tout plastique, et c'est normal, et fixe les conditions, enfin, de fin de vie des matériaux décentes. Pour avoir coécrit un rapport pour l'ADEME en 2014, j'ai découvert l'état catastrophique des filières de fin de vie des matériaux en France et en Europe. Et on nous posait la question de quelle est la place du biosourcé. Mais avant de poser la question de la place du biosourcé, la question était de savoir, mais pourquoi nos matériaux ne sont pas recyclés ? Voilà. Et donc, enfin, on a au niveau européen et français un corpus réglementaire digne de ce nom, peut-être pas suffisant, mais qui fixe un cap et qui a un avantage et un inconvénient pour le développement des matériaux fibres de chanvre. Bon, le secteur des transports depuis 2 ans est régulé par la taxe café. Les constructeurs automobiles doivent ne pas émettre plus d'un certain montant moyen de CO2 au niveau de leur parc. Les réglementations sont fixées à 10 ans et ce cadre est clair pour l'allègement. La fin de vie est aussi fortement encadrée dans le secteur automobile, moins dans d'autres secteurs, mais la question du cadre réglementaire est déterminante. On vient de rendre pour un client une étude nationale avec le cabinet d'ACV EVA et le pôle de compétitivité by Economy for Change. Les industriels, dans l'acte d'achat des matériaux biosourcés et a fortiori des matériaux chanvre dans la plasturgie, posent des questions très simples. 1. En quoi ces solutions répondent au cahier des charges fonctionnelles ? 2. L'offre est-elle suffisamment robuste et étoffée ? Parce que généralement, les acheteurs n'aiment pas se retrouver face à des fournisseurs en situation de monopole. Et je pense que Pierre pourrait témoigner de la difficulté qu'il a à avoir créé la technologie et d'être leader et un peu seul sur le marché. Et puis il y a toujours la question de laver plus blanc que blanc, donc comment prouver les assertions environnementales sur nos solutions, j'y reviendrai. Et bien sûr, tout ça a un prix compétitif. Alors, dans le secteur de la plasturgie ou des transports, il existe un bouquet de normes au niveau européen qui fixe la définition d'un produit biosourcé. Et comme l'a rappelé Pierre, un produit biosourcé, c'est un produit issu de biomasse, donc issu de matières renouvelables. C'est le seul avantage de nos matières. Après, il a été rappelé ce matin l'intérêt du chanvre. La problématique, c'est qu'il n'existe pas ou peu d'approches à l'échelle du secteur du transport et de la plasturgie. Il n'existe pas de normes, pas de labels. Et le seul label qui existe est dans le bâtiment, avec un certain nombre d'industriels autour de Caribati qui a créé le label produit biosourcé. Mais je rappelle que c'est un label de type 2, ce n'est pas un label de type 1, et généralement l'État français ou l'ADEME fait la promotion des labels de type 1, comme l'écolabel européen. On voit tous ce logo sur nos produits de vaisselle ou nos produits pour se laver au quotidien dans nos cuisines ou nos salles de bain. Alors, notre problématique, c'est prouver le caractère biosourcé et prouver l'assertion environnementale. Donc, si on prend l'exemple du bâtiment, le bâtiment a 10 ans d'avance sur les filières plastiques et composites, puisqu'il y a eu un effort majeur d'obligation de réalisation des analyses de cycle de vie, qu'on appelle dans le bâtiment des FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Ces FDES sont faites avec revue critique, ça veut dire qu'elles sont contrôlées, vérifiées. Et le problème, c'est que dans les autres secteurs que le bâtiment, il n'y a pas d'obligation de réaliser des SCV, il n'y a pas d'obligation de réaliser des revues critiques, et il n'y a pas d'obligation de publier dans des bases de données internationales et éprouvées les résultats de ces ACV.
Pourtant, rien qu'en France, l'ADEME finance tous les ans des dizaines d'analyses de cycle de vie qui sont confidentielles dans les projets de recherche collaboratifs. Le problème, c'est que je vous ai mis à l'écran la seule ACV publique financée par l'ADEME sur un panneau de porte. Et le problème des ACV, qui sont des outils très robustes, c'est que ça dépend des unités fonctionnelles de l'objet étudié. Là, on avait regardé un panneau de porte où le biosourcé et le chanvre en particulier et le lin amenaient un gain de masse de 30%. Bon, c'est une autre technologie que Pierre, ça explique la différence. Le problème, c'est que c'était pour une unité fonctionnelle d'un véhicule à essence, grosse berline, et ce modèle économique est en train de changer à l'échelle européenne. Donc les unités fonctionnelles sur les études publiques changent très vite, et il y a la problématique de sur quel indicateur communique-t-on. Parce que les industriels n'ont pas de souci à financer des analyses de cycle de vie, mais le problème, c'est qu'ils ont en face eux des centaines de produits, et dès qu'on change un paramètre ou une approche, on doit changer la modélisation, ce qui génère des coûts non nuls. Donc on est face à cette problématique dans le secteur de la plasturgie où on a des gains réels, mais on n'a pas toujours les indicateurs ou les données publiques pour communiquer sur ces assertions. Alors après, je pensais que le débat était tué depuis 10 ans, mais depuis quelques mois, on commence à nous dire « oui, mais la fin de vie de vos solutions ». Alors, le premier problème, c'est que les filières de fin de vie, jusqu'à une période récente, n'ont pas été mis en place pour des problèmes de cadre réglementaire. Donc ça, c'est en train de changer à marche forcée. Quand on a rendu l'étude pour l'ADEME en 2014, la SNCF mettait en place ses premières plateformes de déconstruction de trains pour juste vous donner un ordre de grandeur. Et moi, quand on a repris le CODEM en 2018, j'ai été surpris de voir que Saint-Gobain créait la première filière de récupération et fin de vie des isolants verts en France, 2018. Ensuite, je pensais que ce débat était mort parce que, comme APM a dû créer quasiment tout dans son secteur applicatif, ils sont allés voir des très bonnes universités françaises et on co-organise un colloque tous les 3-4 ans. Et en 2011, l'Université Bretagne Sud avait présenté des travaux montrant l'intérêt de recycler les solutions d'APM, polypropylène, chanvre, en matière de recyclabilité. Comme ça n'a pas suffi, il a fallu qu'APM et Forestia et ses actionnaires chanvriers communiquent sur des réalisations réelles, sur la fin de vie de ces pièces. Et comme aucun acteur français ne voulait faire les tests, ils ont dû aller à l'étranger. Et sur des chaînes industrielles de fin de vie, démontrer que ces solutions étaient compatibles avec les filières de fin de vie des polyolefines, donc des polymères type polypropylène, dans ce cadre-là. Bon, on a parlé d'APM, mais on a aussi une pépite en France qui s'appelle Ecotechnilin, qui a démontré ça sur les chutes de production à base de non-tissés. Donc nos acteurs industriels sont en pointe, mais aussi sur la fin de vie de ces solutions. On a nos laboratoires, nos centres techniques et nos industriels ont toutes les données. Il va falloir qu'on les reformalise à nouveau, parce que nos amis du recyclé en plasturgie aiment bien nous taquiner là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'on avance groupé au niveau de l'interprofession interchambre. Et je préside un groupe de travail sur les matériaux, donc la communauté matériaux d'un pôle de compétitivité qui s'appelait IAR, qui s'appelle désormais By Economy for Change. Donc, sur ces 500 adhérents, il y en a un tiers qui est intéressé par les problématiques de matériaux biosourcés. Et les 500 adhérents ont levé avec ce pôle de compétitivité 2,5 milliards au service de la bioéconomie depuis 2005. Alors, les 4 questions qui sont posées, c'est 1, rendre public tous les travaux faits sur le recyclage et la fin de vie des matériaux biosourcés. Et on organise chez Michelin, à la demande de Michelin, le 8 et 9 novembre prochain, une journée technique avec ce pôle de compétitivité. Deuxièmement, c'est faire entendre la voix du biosourcé, parce que ce n'est pas nos amis des filières traditionnelles qui font notre promotion. Donc l'idée, ce n'est pas de faire du lobbying, mais c'est de communiquer positivement sur la réalité de nos solutions, et en particulier dans la plasturgie chanvre. Et puis, on a bien aimé la présentation de M. Huyghe ce matin, mais c'est un monde un peu théorique, parce que les questions d'éco-conception et de durabilité des matériaux biosourcés,
Pour pouvoir le démontrer, il faut que nos avantages différenciants, c'est le fait qu'il rappelait qu'on stockait du carbone, soit pris en compte. Mais dans un certain nombre de secteurs, la Commission européenne est en train de réviser progressivement l'ensemble des réglementations pour qu'on ne tienne plus compte du tout de cette capacité dans les calculs d'ACV à stocker du carbone et à retirer des équations le calcul du carbone biogénique. Donc notre thématique n'est pas de dire c'est bon, c'est pas bon, on stocke du carbone. Il faut juste que cet avantage soit mis en avant et qu'on puisse continuer à le faire dans ce cadre-là. Donc là, il y a un gros enjeu qui nous est demandé par l'intégralité, ou en tout cas la grande majorité des adhérents sur ces problématiques de matériaux biosourcés depuis 1 an. Au niveau du bureau stratégique, donc vous voyez en tout petit un certain nombre de logos, 2 fois par an réunis autour de l'animation quotidienne, une dizaine d'industriels et acteurs de la recherche académique pour orienter nos actions. Le dernier axe, c'est faire la promotion des solutions industrielles et commerciales qui marchent. Le PolyAR, désormais by Economy for Change, il y a 10 ans, avait fait le tour de ces territoires. Le tour de ces territoires pour faire la promotion des solutions qui marchent. Il y a 10 ans, on avait peu de solutions. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Et l'idée, c'est de refaire du porte-à-porte pour rentrer dans les entreprises, expliquer ce qui marche. Donc, le pôle by Economy for Change est un pôle international. Bon, ses fondations sont en Normandie, Hauts-de-France et Grand Est. Donc, s'il y avait moyen de généraliser ça au niveau national, ça serait intéressant. Car l'enjeu, c'est de faire connaître les solutions qui marchent. Et l'enjeu, c'est d'aider à l'utilisation dans la commande publique. Alors, ça peut paraître surprenant, mais notre filiale, le CODEM, est dans une région qui pousse à accompagner les bailleurs sociaux à écrire les bonnes clauses dans les marchés publics qui passent opérationnellement. Et ça change tout dans la commande publique et l'utilisation des matériaux biosourcés. Donc en tout cas, on pousse à ça. Alors si je reviens à la thématique de la plasturgie et des fibres de chanvre, tous les 3 ans avec APM, on organise un colloque. Donc la prochaine édition sera les 14 et 15 septembre sur 3. Bon, vous aurez un certain nombre de nouveautés qui seront présentées. Et pour étayer les données objectivement que vous verrez dans le diaporama, il y a 3 études téléchargeables sur un certain nombre de sites internet. Notre site internet ou celui de l'ADEME ou de nos clients. Donc, ce sont des données publiques. Nous n'avons pas de problème à discuter de ces chiffres et la réalité de nos filières. Première, c'était de savoir le polymère que vous mettez dans vos compounds, est-ce que lui aussi il est biodégradable ou recyclable, et quelle est la résistance aux températures ou au feu de ce polymère? C'est une bonne question. En fait, il y a 2 types, on va dire, de matrices. Effectivement, soit des choses qui vont être biodégradables. Donc, dans ce cas-là, on est vraiment dans l'usage unique et sur des cycles de vie très courts. Où il y a une autre approche qui est on cherche à faire des matériaux durables qui donc ne vont pas se biodégrader. Typiquement, dans un véhicule, vous ne voudriez pas que votre planche de bord commence à fondre à partir du moment où vous dépasseriez les 100 degrés. Donc effectivement, on fait des choix en fait, de matrices polymériques, recyclées ou pas recyclées, par contre toujours recyclables, et on le fait en fonction effectivement de la performance qu'on va en attendre. Et il y a un certain nombre effectivement aujourd'hui de matériaux biosourcés qui sont compostables, mais au-delà de 80 degrés, il n'y a plus personne. Donc il y a beaucoup d'applicatifs de sport ou de transport pour lesquels ce type de matériaux ne sont pas adaptés. Et d'ailleurs, on ferait une erreur à essayer d'expliquer qu'ils sont adaptés. C'est-à-dire qu'on pousserait une solution qui est environnementalement intéressante, on décevrait tout le marché et les gens reviendraient que dans quelques années en disant faites votre boulot et puis quand ça marchera, on passera à l'écologie, quoi. Oui, bonjour, Pierre L'Enfant, Chanvria. Je me posais la question du packaging parce qu'on parle beaucoup de l'automobile, enfin j'allais dire de choses qui sont d'emploi durable. Dans le packaging, on est dans une fonction qui est bien précise. Il y a beaucoup de packaging avec de la fibre de canne. Il y a même de la betterave, j'ai vu, enfin des choses comme ça. Mais j'ai jamais rien vu en chanvre. Est-ce qu'il y a une solution ?
Oui, alors sur les plastiques souples, effectivement, aujourd'hui, on est en train de. L'approche qu'on présentait avec justement quelque chose qui soit plus itératif et moins radical, on va dire, va faire partie des solutions pour adresser ce type de marché. Après, là, il y a quand même dans les choses qui ne sont pas triviales en termes techniques, tout ce qui est UV, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe. Et effectivement, aujourd'hui, en fait, on va avoir un centre de biomasse qui communique beaucoup, hein, effectivement les bambous, le sucre de canne, etc. En fait, quelque part, ils micronisent en fait. Hein. Ils en font une poudre, ils en mettent un petit peu et puis ils disent voilà, c'est un bioplastique et c'est intéressant. Nous, on a envie d'aller un cran plus loin en fait. On veut vraiment avoir du chanvre dans une certaine quantité dans les matières, de façon à ce que quand on va communiquer dessus, qu'il y ait un vrai contenu, on va dire. Et plus on va en mettre, plus il va falloir qu'on travaille sur l'aspect que ça aura, la couleur que ça aura. Comment aussi on colore les fibres. La Chunvote ou la fibre, il faut qu'on la colore. Aujourd'hui, si vous prenez en fait un colorant pour des plastiques, ça va colorer en fait le plastique mais pas la fibre. Donc ça, c'est des verrous techniques qu'on est en train de lever. Et après, il y a toute la question de est-ce que les gens à la fin veulent voir un plastique qui ressemble à un plastique ou un plastique où on voit qu'il y a de la biomasse. Alors ça, pareil, si on veut que ça ressemble à un plastique, il faut qu'on colore le chanvre pour pas qu'on le voit. Donc c'est-à-dire qu'on rajoute de la valeur ajoutée, on rajoute aussi du CO2. Toutes ces questions-là, on est en train de discuter avec nos clients pour dire est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent ou pas. Donc on ne veut pas s'engouffrer dans un opportunisme. On dit si, faites-nous un bioplastique et puis ça se vendra mieux. On veut raconter une histoire qui soit crédible et qui, quelque part, qui mette une valeur ajoutée qui a du sens.